En décembre 1944, alors que l'Europe tremble sous les derniers soubresauts de la Seconde Guerre mondiale, une opération d'un genre inédit se prépare dans l'ombre, loin du bruit des tanks et des bombardements. L'Allemagne, acculée, tente un dernier coup de poker dans les Ardennes, et Hitler, cherchant un moyen de briser la cohésion des forces américaines, fait appel à l'un de ses officiers les plus redoutés, Otto Skorzeny. Grand, charismatique, calculateur, celui qu'on surnomme l'homme le plus dangereux d'Europe, planche sur un plan audacieux, créer un commando capable d'infiltrer les lignes américaines en se faisant passer pour leurs propres soldats. L'idée paraît insensée, presque tirée d'un roman d'espionnage, mais Skorzeny la prend très au sérieux. Il commence par rechercher des hommes parlant anglais sans accent. Sur plus de 2000 volontaires, seulement 10 possèdent un niveau réellement impeccable. Les autres, une cinquantaine tout au plus, parviennent à se débrouiller suffisamment pour soutenir une conversation courte et crédible, juste le temps de passer un checkpoint dans la nuit glacée. Le commando récupère des uniformes américains, de vraies vestes, de vrais casques, parfois dérobés sur les champs de bataille. Ils récupèrent aussi des jeeps, camouflent leurs propres véhicules, peignent des étoiles blanches sur des blindés allemands et compilent les expressions, les gestes, les habitudes des soldats américains. Peu importe le nombre, se dit Skorzeny. Ce qui compte, c'est l'illusion. Leur mission n'est pas de détruire, mais de désorienter, de semer le doute dans l'esprit de l'ennemi. Dans la nuit du 16 décembre, alors que commence l'offensive allemande dans les Ardennes, les premières jeeps américaines franchissent les lignes alliées. Les sentinelles, transis de froid, voient arriver des silhouettes familières, entendent un « morning buddy » assez convaincant pour lever la barrière sans soupçonner le piège. Dès qu'ils sont derrière les lignes, les commandos se dispersent. Certains changent les panneaux routiers. Bastogne devient Liège, Liège devient Spa. D'autres redirigent des convois entiers en prétendant avoir de nouveaux ordres du QG. Quelques-uns coupent les lignes téléphoniques, sabotent de petites installations et disparaissent aussitôt, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils ne tirent presque jamais. Ils n'ont pas besoin de tirer. En quelques heures, le chaos s'installe. Les patrouilles américaines se perdent, les officiers réalisent que des routes entières ont été modifiées et des unités entières marchent dans la mauvaise direction. On parle de soldats américains qui posent des questions étranges, qui roulent trop vite, trop lentement, qui semblent nerveux. Les rapports affluent et la rumeur se propage comme une traînée de poudre. L'ennemi porte nos uniformes. Alors commence la plus grande paranoïa de l'armée américaine. Chaque checkpoint renforce les contrôles. Les soldats doivent prouver qu'ils sont réellement américains. On pose des questions absurdes, presque ridicules, mais efficaces pour déstabiliser un imposteur. Quelle est la capitale du Michigan? Comment s'appelle la fiancée de Mickey Mouse? Quel est le nom de ton équipe de baseball? Le problème, c'est que même de vrais soldats n'ont pas toujours la réponse. Certains paniquent, bafouillent, se contredisent et se retrouvent menottés malgré leur loyauté. Plus d'une centaine de soldats américains sont arrêtés par erreur, parfois des officiers de haut rang. Un général est même détenu parce qu'il ne connaît pas les règles du football universitaire. La méfiance devient si intense qu'un simple accent régional peut devenir un motif d'interrogation. Des unités entières se soupçonnent mutuellement. Des hommes se regardent avec anxiété, certains prêts à tirer sur leurs propres camarades si un mot semble pas assez américain. Il suffit d'un regard trop long, d'un silence, d'un détail banal pour déclencher un doute qui peut se transformer en menace. Dans un camp, une patrouille pointe ses armes sur une autre unité, persuadée qu'elle a affaire à des infiltrés. La situation manque d'exploser avant qu'un officier n'intervienne pour calmer les esprits. Pendant plusieurs jours, l'atmosphère reste électrique. Les commandos de Skorzeny ont déjà été tués ou capturés pour la plupart, mais leur ombre continue de planer sur chaque route, chaque checkpoint, chaque conversation. Le simple fait qu'ils aient pu exister suffit à paralyser des milliers d'hommes. Plus tard, certains soldats raconteront que ces journées furent parmi les plus éprouvantes de toute leur campagne, non pas à cause des balles ou des bombardements, mais parce qu'ils ne savaient de plus à qui faire confiance, ni même s'ils pouvaient encore se fier à leurs propres instincts. Finalement, l'opération Greif n'a pas changé le cours de la guerre, mais elle a montré à quel point la confiance peut être une arme fragile. Skorzeny, quant à lui, sera capturé après la guerre, jugé puis acquitté.
notamment parce que des officiers alliés reconnaissent qu'ils ont eux-mêmes utilisé les uniformes ennemis dans d'autres opérations. L'homme disparaît ensuite dans le murmure des légendes militaires. Mais l'épisode qu'il a orchestré reste gravé comme l'un des exemples les plus frappants de guerre psychologique, une preuve que parfois il n'est pas nécessaire d'appuyer sur une gâchette pour semer la terreur. Il suffit de manipuler ce que les hommes croient voir, ce qu'ils pensent savoir, et d'empoisonner la seule chose qui les maintient debout au milieu du chaos, la certitude que leurs camarades sont vraiment leurs camarades.